Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour Fahd. Bonjour Adel. Ça va? Ça va et toi? On est sur le Amina, même ça va? Vous allez bien? Bonsoir, ça va et vous? Très Amina, bien. Barros. Bonsoir docteur. Bonjour à tous, chers docteurs. Au nom des laboratoires Infamidis, je remercie docteur Barros d'avoir répondu à notre invitation pour le webinaire qui va animer sur le diabète. Je remercie aussi la disponibilité des médecins de leur présence. Le webinaire d'aujourd'hui sera animé par Dr Barros sous le thème le thème est le suivant: les nouveaux phénotypes du diabète, comment les reconnaître et les prendre en charge. Ce webinaire est géré par Dr Barros, Adel Ben Taleb, chargé de la communication des laboratoires Infamidis. Bonjour. Amina Arbid aussi, elle est chef de produit gamme spécialité. Et moi-même, Fahd Ben Arbia, superviseur Infamidis, centre. Mon webinaire. Bonsoir tout le monde, cher docteur. Je tiens tout d'abord à vous remercier d'avoir répondu présent à notre webinaire que nous, les laboratoires Infamidis, organisons en collaboration avec l'association Hakim, que je tiens à remercier énormément. Donc, je remercie aussi Dr Barros pour sa disponibilité. Donc, je vais vous parler un peu sur le déroulement de notre webinaire. Nous allons commencer d'abord par une vidéo de présentation des laboratoires Infamidis. Nous allons après procéder à la présentation de Dr Barros. Et bien sûr, vous avez l'opportunité de poser tout ce que vous avez comme question à Dr Barros, qui sera là disponible pour vous à la fin de la communication. Moi et mes collègues, nous se chargerons à modérer le webinaire et à poser les questions à Dr Barros. Donc, je vous remercie et bon webinaire.
Bonsoir, chers collègues et chers confrères et consoeurs. Donc, très content d'animer ce webinaire. Donc, je tiens à remercier Laboratoire Famille 10, et également l'association Al-Hakim pour cette invitation pour vous parler d'une thématique originale donc, qui fait le buzz dans le monde, qui est les phénotypes du diabète. Parce que depuis très longtemps, on a considéré le diabète comme un seul phénotype, donc une seule pathologie, notamment le diabète de type 2. On va voir ensemble que les choses ont changé. Il y a des nouvelles visions par rapport à la classification du diabète et au phénotypage du diabète. Et la première question qu'on se pose, pourquoi ce changement de cap? Parce qu'on a remarqué qu'avec les algorithmes thérapeutiques, avec les guidelines, qui prennent tous les patients diabétiques sur la même lancée, ont abouti à une mauvaise prise en charge et à des résultats assez décevants. Donc, dans le monde, donc plus de la moitié des diabétiques de type 2 ne sont pas l'objectif HbA1c inférieur à 7%. Donc, le fardeau des complications microvasculaires et macrovasculaires reste très, très important. Et ceci pourrait être expliqué par un problème de compréhension de la vraie physiopathologie du diabète, et également des profils évolutifs de chaque patient, parce qu'on est actuellement au début d'une ère médicale qui est l'ère de la médecine de précision. Et donc, pour chaque patient, il faut élaborer une stratégie thérapeutique au-delà de la personnalisation, une stratégie plus précise pour mieux gérer et son équilibre glycémique, mais également, on va le voir, son risque cardio-rénal-métabolique. On va le voir à travers deux vignettes que j'ai choisies pour amorcer cette discussion. La première concerne un homme âgé de 45 ans, aux antécédents d'obésité depuis l'enfance, qui consulte pour un diabète de type 2, diagnostiqué à 5 ans, donc diagnostiqué suite à un IDM, malheureusement. Il est sous metformine 1000 mg 2 fois par jour avec un déséquilibre glycémique attesté par une HbA1c à 8%. Donc le poids 105 kg, BMI 34 kg par mètre carré, juste des données comme ça, après on va analyser. Et il vous dit qu'il a fait une échographie abdominale il y a une année qui montre une stéatose hépatique. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, une autre vignette, une femme âgée de 55 ans qui consulte également pour un diabète de type 2 diagnostiqué également il y a 5 ans, compliqué d'une neuropathie douloureuse. Donc c'est une femme assez maigre qui vient pour déséquilibre glycémique qui est plus important avec une HbA1c à 9%. Et sa plainte, c'est cette douleur neuropathique qui la gêne. Donc le poids 55 kg, BMI à 20 kg par mètre carré. Elle vous dit qu'elle a perdu 5 kg en une année. Le fond d'œil, heureusement, il n'y a pas de rétinopathie diabétique. On a seulement à l'examen clinique des pieds neuropathiques avec une altération de la sensibilité aux deux pieds. Comment analyser ces deux vignettes? Comment, c'est-à-dire prospecter sur une évolution de ces patients? Quel est le profil? Quel sera le profil évolutif de ces deux patients? Parce que la prospection, elle est importante en médecine pour établir une stratégie pour la prévention. On prospecte pour prévenir. On prospecte parce qu'on détecte un risque qu'on doit gérer et avec la gestion de ces risques, je vais améliorer la situation de mon patient diabétique de type 2. Finalement, le diabète de type 2, ce que nous ont enseigné avant, c'est que c'est une maladie complexe, une physiopathologie qui est liée essentiellement à deux choses. Donc la première chose, c'est l'insulinorésistance, parce que dans le diabète de type 2, plus de 50% des patients sont soit en surpoids, soit en obésité, donc plus de 50%, jusqu'à 80% dans les études. Et également, cette obésité est associée à l'insulinorésistance. Donc le premier versant physiopathologique, c'est l'insulinorésistance. C'est une résistance qui s'aggrave ou qui s'améliore en fonction de la perte pondérale ou de la prise pondérale. Généralement, il y a une prise pondérale avec les thérapeutiques du diabète, avec l'insuline, avec les sulfamides, donc ça aggrave un petit peu cette insulinorésistance. Ce qui pose énormément de problèmes, c'est le déclin de la sécrétion insulinique qui est progressif et qui est inéluctable. Donc, commencent les estimations statistiques de l'UKPDS. Au diagnostic du diabète, c'est 50% de la masse qui est réduite. Après, lorsque durant l'UKPDS, on a dosé le peptide C, donc chaque année, on a remarqué qu'il y a une baisse du peptide C, donc il y a un déclin de la sécrétion insulinique.
Mais ça, c'est très simple. Est-ce que cette physiopathologie explique toute l'hétérogénéité du diabète de type 2? La réponse est non, malheureusement. Parce que même dans l'insulinorésistance, c'est très variable. Il y a des obèses avec insulinorésistance. Il y a des obèses sans insulinorésistance. Il y a des gens normaux pas avec une insulinorésistance. Donc c'est compliqué de prendre tous les gens et dire l'insulinorésistance, elle est partout. Également pour le déficit insulinique, donc les études du KPDS, c'est vrai qu'ils ont montré un déclin de la sécrétion insulinique qui s'aggrave avec le temps. Mais en réalité, ce déclin, il est variable. Il y a des gens qui progressent sur 10 ans, il y a des gens qui progressent sur 2 ans. L'UKPDS, elle nous a donné une moyenne, mais elle n'a pas identifié les vrais profils évolutifs des patients diabétiques de type 2. Entre une personne qui progresse en 15 ans, une personne qui progresse en 2 ans, c'est très, très variable. Finalement, la physiopathologie, elle est plus complexe. Ce qui ressort actuellement des données physiopathologiques, c'est qu'il y a plusieurs éléments. C'est plus l'insulinorésistance et l'insulinocarence, c'est la fonction bêta-cellulaire. Et la fonction bêta-cellulaire, elle peut être très variable. Vous voyez un petit peu le bleu, entre le bleu clair et le bleu foncé, il y a plusieurs bleus, parce qu'il y a plusieurs profils évolutifs du déclin de la fonction bêta-pancréatique, qui est très, très variable, d'un sujet à un autre sujet. Il y a l'insulinorésistance hépatique, parce qu'avant, on prenait toute l'insulinorésistance. Il y a l'insulinorésistance hépatique seulement. Et également, il y a une variabilité de l'insulinorésistance hépatique. Il y a l'insulinorésistance musculaire, qui est différente de l'insulinorésistance hépatique. L'insulinorésistance musculaire, c'est la diminution de la captation du glucose par le muscle. Donc le muscle préfère les acides gras. Il ne prend pas le glucose, il y a une oxydation préférentielle des acides gras. Et il prend très peu de glucose. C'est une insulinorésistance musculaire. On trouve même dans le diabète de type 1 chez des sujets en normopoids. Donc c'est indépendant, parfois il est indépendant de l'obésité. Il y a également ce glucagon qui a un rôle très important. Vous savez que dans le diabète de type 2, lorsqu'il y a une régression de la masse bêta-pancréatique aux dépens des cellules bêta-cellulaires, les cellules bêta qui sécrètent de l'insuline, il y a des profils également de patients en fonction de la masse alpha qui sécrètent le glucagon. Il y a des gens qui ont très peu de cellules alpha, donc qui font moins d'hyperglycémie que les sujets qui ont une prolifération, donc après le déclenchement du diabète, avec le déclin de la sécrétion bêta-pancréatique, il y a une prolifération des cellules alpha avec une sécrétion importante du glucagon. Comment les reconnaître en pratique? C'est des sujets qui ont un phénomène de l'ombre. Ils dorment avec 1 gramme, ils se réveillent avec 2,50 grammes. C'est les cellules alpha qui sécrètent beaucoup de glucagon et qui stimulent la production hépatique du glucose. Il y a également l'effet incrétine que vous connaissez, et c'est les peptides digestifs qui sont sécrétés après la prise alimentaire et qui boostent la sécrétion bêta-pancréatique et inhibent la sécrétion de glucagon par les cellules alpha. L'anomalie incrétine, c'est vrai qu'elle existe dans le diabète de type 2, mais elle est différente également d'un sujet à l'autre. Le tissu adipeux, dans sa distribution, dans sa fonction, parce que le tissu adipeux, il sécrète également des adipokines, également, il est variable d'un sujet à l'autre. Vous voyez un petit peu toutes ces variables. Et dans chaque variable, il y a plusieurs variables. Et si on combine ça, on tombe sur des milliers de profils évolutifs. Donc, c'est un défect dynamique, mais non symétrique. C'est-à-dire, chacun, il aura un niveau de déficit, une altération à chaque niveau qu'on a vu, donc soit la fonction bêta, soit l'insulinorésistance hépatique, soit l'insulinorésistance musculaire, soit le problème du glucagon, soit il est beaucoup plus élevé, soit il est moins élevé, soit un défect incrétine à un degré variable, soit une distribution également du tissu adipeux. Donc si par exemple je prends un patient qui n'est pas diabétique, donc HbA1c à 5%, donc il a un minimum de défects, parce qu'il n'y a pas le zéro, il y a toujours un risque, mais vous voyez qu'il y a très peu de défects, il n'y a pas de défects. Si je prends un diabétique avec un 8% d'hémoglobine glyquée, je prends le profil A, ce profil par exemple, et on remarque que ce patient présente beaucoup plus un problème de la fonction bêta-cellulaire. Donc elle est plus importante que les autres anomalies. C'est vrai qu'il a une petite insulinorésistance hépatique, il a une petite insulinorésistance musculaire, mais ce qui est problématique, c'est surtout la fonction bêta-pancréatique. Et c'est un sujet qui fait 8% d'hémoglobine glyquée. Je prends un autre sujet, également avec 8% d'hémoglobine glyquée,
Mais là, le problème, ce n'est pas la fonction bêta-pancréatique. Il y a une petite altération qui est nécessaire pour faire un diabète, donc de la fonction bêta cellulaire. Mais surtout, c'est un patient qui fait plus d'insulinorésistance hépatique, également de l'insulinorésistance musculaire, et il a également un effet incrétine qui est altéré, donc il y a une diminution des peptides digestifs. Il a une obésité parce qu'il a un tissu adipeux qui est plus important. Donc, entre les deux, donc, c'est le même niveau d'HbA1c, c'est le même niveau de déséquilibre, mais la cause du déséquilibre, elle est variable entre les deux sujets. Et pourtant, en pratique, si on prend ces deux patients qui consultent chez le même médecin, la thérapeutique sera la même. Donc, le médecin, il traite tous les sujets de la même manière. C'est ce qui est recommandé dans les guidelines, mais qui va changer dans les prochaines années. Parce que finalement, c'est une stratégie qui aboutit à beaucoup de déséquilibres, parce qu'on phénotype très très mal les sujets, et donc on traite tous les sujets de la même manière, alors que les sujets sont différents. Vous allez me dire, mais on n'a pas beaucoup d'options thérapeutiques, les choses ont changé, du moins dans les pays développés. Ce sera le cas, Inch'Allah, dans notre pays, dans quelques mois ou quelques années, on aura plus de thérapeutiques. Et on sera amené à profiler mieux les patients diabétiques de type 2 pour personnaliser réellement. Ce n'est pas la personnalisation des années 2010 et 2012, c'était des paroles dans l'air. On personnalisait que l'objectif, mais là, c'est une personnalisation thérapeutique. C'est plus profond et plus précis. Donc, revenons à ces phénotypes. Donc, durant un demi-siècle, on a gardé la même classification malheureusement. Donc, diabète de type 1 qui représente 1,2% pratiquement des diabètes. Les LADA qui sont des diabètes intermédiaires, mais ils sont classés également diabète de type 1 parce qu'il y a de l'auto-immunité, mais ils ont une évolution plus lente, qui sont pris parfois à tort comme des diabètes de type 2, qui représentent 5,2% des diabètes. Il y a le diabète de type 2, proprement dit, qui représente pratiquement la majorité des patients diabétiques. Et on a vu que cette classification est insuffisante. Donc, il fallait voir autrement. Donc, les Scandinaves, ils ont commencé dans les années 2000 à travailler sur les phénotypes du diabète. Et ça a abouti à un article très intéressant qui a été largement publié et médiatisé. Vous voyez un petit peu l'article dans The Guardian. Et c'est un phénotypage, c'est quelque chose de très important et de très précieux, c'est une avancée dans la diabétologie. On a commencé à critiquer l'ancienne classification parce qu'on voulait plus de précision et plus une vraie personnalisation. Donc, on a pris quelques paramètres qui sont assez abordables. Donc, l'auto-immunité, pour faire la différence entre un diabète de type 1 et un diabète de type 2, c'est important. Parce qu'avant, on avait des diabétiques de type 2 à 60 ans et des diabétiques de type 1 à moins de 20 ans, mais actuellement, ça a changé. Et les praticiens le savent très très bien, les gens qui font le diabète. On a beaucoup de diabétiques à 25 ans, diabétiques de type 2 à 25 ans, 30 ans, des sujets. Parfois, on se pose la question, est-ce que c'est un diabète de type 1 ou un diabète de type 2 ? Donc, les problèmes de typage sont devenus plus fréquents et les marqueurs d'auto-immunité sont devenus, il faut le dire, incontournables. Incontournables pour le diagnostic du diabète. Donc, l'âge au diagnostic, ils ont pris le BMI, l'âge au diagnostic, l'âge HbA1c. Ils ont également un degré plus, donc c'est dans la recherche. C'est facile à réaliser en réalité, c'est très facile, c'est de mesurer le HOMA insulino-résistance et le HOMA des déficits insuliniques. Donc, on a évalué l'insulino-résistance et le déficit insulinique. Juste pour vous dire qu'ils ont abouti à des clusters. C'est quoi un cluster? C'est un sous-groupe, pratiquement c'est un phénotype. Un cluster, c'est des patients qui partagent les mêmes caractéristiques. C'est ça la définition d'un cluster en diabétologie. On a une population, cette population, les individus de cette population, si on prend des diabétiques de type 2, ils partagent les mêmes caractéristiques. On s'est retrouvé avec un diabète de type 1, ça c'est clair, qui représentait dans l'étude scandinave, et ça c'est important, 6% de la population. Diabète de type 1 et LADA, parce qu'ils ont fait des marqueurs de l'auto-immunité pour tous les diabétiques. Après, dans le diabète de type 2, et d'une manière très intéressante et assez importante sur le plan donné, pour la première fois, on a identifié des populations de diabétiques de type 2 qui sont différentes par rapport
au déficit insulinique par rapport à l'insulinorésistance. Et ça a permis une meilleure compréhension des profils évolutifs, on va le voir après. Donc, le premier profil, c'est 1/5 des diabétiques. C'est pas rien, c'est 20% des diabétiques de type 2. C'est des diabètes de type 2 avec un déficit insulinique sévère. Avant, on pensait que c'était des LADA. Ce n'est pas des LADA, ce n'est pas des diabètes de type 1, c'est des authentiques diabètes de type 2. Mais leur problème, c'est un déficit insulinique sévère. Le deuxième cluster, le deuxième sous-groupe, c'est des diabètes de type 2 avec une obésité qui n'est pas très importante, mais avec une insulinorésistance qui est très importante. Donc, il y a plus d'insulinorésistance en réalité que d'obésité. Le troisième, il représente 15%. Le troisième sous-groupe, c'est des obèses. Ils ont une obésité plus que les insulinorésistants, mais ils n'ont pas d'insulinorésistance. On n'a pas compris pourquoi. C'est des obèses sans insulinorésistance. Et le quatrième cluster, c'est le diabète de type 2 commun, c'est-à-dire qu'on voit en consultation, qui représente 40%. Finalement, la problématique, si je reviens aux médecins traitants, que ce soit spécialistes ou généralistes, ils prenaient tous les diabétiques comme le dernier cluster, c'est-à-dire les 40%, il les a généralisés pour les 100%, alors que dans les 100%, donc ce qui est commun, c'est 40%, le reste, donc 60%, c'est des profils différents du profil commun. Alors qu'en pratique, on traite les mêmes gens, tous les individus de la même manière. Donc, on prend les 40%, on généralise sur 100%, alors que 60% sont différents. Ils sont soit insulinorésistants, soit avec un déficit insulinique, soit obèses sans insulinorésistance. Vous allez me dire pourquoi ces résultats? Est-ce qu'on a besoin de ces données? Oui, on a besoin de ça. Je vais vous dire pourquoi on a besoin de ces données. Elles sont très importantes en consultation. Donc, c'est des patients, on prend le premier cluster, c'est des patients avec un diabète de type 2, avec un déficit insulinique sévère. Ils ont un HbA1c élevé. C'est des gens déséquilibrés. C'est des gens qui sont relativement minces et relativement jeunes. Et là, c'est une plaque très importante. Je reviens ici, oui. Et le problème, c'est que ce profil de diabète de type 2 avec un déficit insulinique sévère, la plupart de ces patients, ils sont sous metformine. C'est-à-dire le médecin, il reste rigide par rapport à la thérapeutique, malgré le déséquilibre, malgré que c'est un profil particulier, c'est des sujets assez jeunes, assez maigres, avec un HbA1c élevé. Lorsqu'on a vu, on a comparé ces profils, ces différents profils, on tombe sur la metformine chez ces sujets. C'est-à-dire c'est des sujets qui restent sous metformine, malgré qu'ils sont déséquilibrés. La question est pourquoi? Parce qu'on suit les guidelines et on n'a pas ce sens d'analyse. Donc, c'est des sujets relativement jeunes, l'HbA1c elle est élevé, le BMI il est diminué. Et chose également très importante, c'est des sujets qui sont des mauvais répondeurs, vous voyez ici dans la courbe, ici, c'est des mauvais répondeurs à la metformine. Ils font un échappement rapide à la metformine. Également, c'est des sujets qui sont rapidement insulinés, ils nécessitent rapidement, ça c'est le diabète de type 1, ça c'est l'insulinothérapie dans le diabète de type 2, c'est le cluster qui nécessite le plus d'insulinothérapie. Et c'est le cluster qui reste également très déséquilibré. L'atteinte des objectifs glycémiques, elle est très délicate à obtenir. Si on se résume, c'est des patients diabétiques de type 2 avec un déficit insulinique qui sont maigres, qui sont minces, qui ont une HbA1c élevée, qui malheureusement reçoivent les mêmes thérapeutiques que les autres sujets, que le diabétique de type 2 commun, alors que c'est des sujets qui nécessitent rapidement une optimisation du traitement. Pourquoi ils nécessitent une optimisation du traitement? Pourquoi les profils évolutifs sont très importants? On l'a dit déjà au début, c'est pour la prospection, parce que c'est des sujets qui font énormément de rétinopathie diabétique. Pour vous choquer un petit peu, ils font plus de rétinopathie diabétique que les diabétiques de type 1. Si on les compare ici, vous voyez, dans les deux populations scandinaves, ça c'est le diabète de type 2 avec déficit insulinique sévère, et ça c'est le diabète de type 1. Ils font plus de rétinopathie que le diabète de type 1. Parce qu'ils restent très longtemps avec un déséquilibre glycémique.
Dans le diabète de type 1, quand même, on manipule rapidement l'insuline, on donne au diagnostic de l'insuline, on gère. Mais dans le diabète de type 2 avec un déficit insulique sévère, c'est des sujets qui restent des années. Parce que dans la tête du médecin, il attend toujours cette réponse à la metformine qui ne va pas venir. Mais finalement, ce patient va faire une rétinopathie diabétique. C'est ça le but de cette présentation. C'est pour vous alerter que c'est des patients qui n'attendent pas. Il ne faut pas attendre des miracles de la metformine. C'est des patients qui sont des non-répondeurs ou des faiblement répondeurs à la metformine. C'est des patients qui nécessitent une optimisation, une polythérapie orale du diabète, voire rapidement une mise sous insulinothérapie. Plus que ça, plus de la rétinopathie diabétique, une deuxième complication glucose dépendante, c'est la polyneuropathie diabétique, qui est la première cause d'amputation non traumatique dans le monde. C'est un cluster également qui fait plus de neuropathie, même comparé au diabète de type 1. Donc, au diagnostic déjà, c'est-à-dire lorsqu'on les prend en charge, ils font plus de neuropathie, et cette neuropathie, elle est progressive. C'est une progression. Lorsque les Allemands, ils ont travaillé sur les complications, donc dans cet article publié dans le Lancet en 2019, Zaharia a étudié le profil de progression de la neuropathie dans les clusters. Elle a pris les clusters scandinaves, elle a fait la même chose en Allemagne. Et en plus de ce qu'ils ont fait les Scandinaves, elle a étudié la progression des complications. Elle a trouvé que c'est des sujets qui font plus de neuropathie et c'est une neuropathie qui est plus agressive. Je reprends notre patiente. Notre patiente est âgée de 55 ans. On note un amaigrissement, une mauvaise réponse à la metformine, HbA1c à 9%, une perte pondérale de 5 kg et une neuropathie. Parce que souvent, la neuropathie, elle précède la rétinopathie diabétique. Donc, pour faire une rétinopathie diabétique, il faut plus de temps que pour faire une neuropathie diabétique. Neuropathie diabétique doit alerter le médecin, vu qu'on a un phénotype clinique fait d'un diabète qui est assez progresseur, 9% d'hémoglobine après 5 ans sous metformine. Après, il y a ce sujet mince, ce sujet qui est déséquilibré, il y a en plus des signes d'insuffisance et cet amaigrissement. Donc le phénotype clinique, c'est un phénotype de déficit insulinique, donc ça se rapproche de ce phénotype qu'on a vu, et c'est une patiente qui nécessite un équilibre glycémique optimal et précoce surtout, il faut un acharnement thérapeutique pour améliorer son équilibre glycémique, pour améliorer sa neuropathie, mais également surtout éviter le développement d'une rétinopathie diabétique. Donc il faut envisager soit une association avec d'autres thérapeutiques orales, notamment les sulfamides ou les glénides, et rapidement, si ça ne donne pas, la mise sous insulinothérapie. Le deuxième cluster qui est très intéressant, pourquoi il est intéressant? Parce qu'on voit de plus en plus ces jeunes diabétiques, on les voit en consultation à Alger, les jeunes de 25 ans, 30 ans, obèses, avec une obésité abdominale, qui prennent 2000 feuilles et 6 cuillères de sucre avec le café le matin. Après 30 ans, ils viennent avec une hyperglycémie, avec une obésité abdominale. Et c'est des sujets qui posent problème parce que c'est des sujets jeunes, donc ils ont une espérance de vie de 40 ans. Comment peut-on les gérer pendant 40 ans pour éviter les complications? En plus, parfois, ils ont une insulino-résistance. Donc, c'est pas rien. Également, c'est 15% de la population diabétique de type 2. Au début, ce qui est rassurant, je vais vous dire un petit peu le profil, je vais vous dessiner un petit peu le profil. Ils viennent avec des HbA1c très basses, mais le problème, c'est des gens également qui progressent. Si on les suit dans le temps, il vient avec la metformine, il va vous faire 5,8% d'hémoglobine glyquée. Mais ne soyez pas aussitôt rassurés, parce que si vous recontrôlez plus le sujet et les jeunes, plus ils progressent rapidement. Si vous les contrôlez 2 ans, 3 ans, 4 ans, vous allez trouver que, comparé à un sujet maigre qui commence à 8%, la mise sous insulinothérapie qui signe un échec au traitement oral est plus rapide chez ces sujets jeunes. Ils démarrent bien, mais ils progressent plus rapidement. Ils démarrent avec une HbA1c basse, rassurante, mais ils progressent plus rapidement. Donc, c'est des sujets
qui n'ont pas une obésité importante, mais c'est l'insulino-résistance qui est plus importante. Et également, ils ont un autre problème, c'est que c'est des sujets qui ont des risques, qui développent des risques. Le premier risque chez ces sujets, c'est le risque rénal. On ne sait pas pourquoi. Et ce cluster, il est vulnérable sur le plan rénal. Vous voyez ici sur l'image sur votre gauche, ici, donc avec la flèche, déjà au diagnostic, nouvellement diagnostiqués, ils ont une néphropathie plus importante que les autres clusters. 5 ans après, ils progressent plus. En rouge, c'est qu'ils font une insuffisance rénale. Vous voyez un petit peu le rouge. Déjà, au début, ils ont plus de rouge. Ça, c'est l'insuffisance rénale. Et ça, c'est la néphropathie, c'est l'albuminurie. Déjà, au diagnostic, ils ont plus d'albuminurie et plus le rouge ici que les autres. Et 5 ans après, dans l'étude allemande, lorsqu'on les a suivis, 5 ans après, ils font plus de rouge, donc plus d'insuffisance rénale et plus de néphropathie. Vous voyez un petit peu un jeune de 30 ans qui a un risque rénal très important. Donc 30 ans, 45 ans, il est en dialyse. C'est très problématique. Et ce n'est pas rare. Deuxième problème, en plus du problème rénal, c'est le problème hépatique. Ils font plus de Nash syndrome, ils font plus de stéatose hépatique non alcoolique. Et les Nash syndrome et la stéatopathie, les NFLD, les stéatohépatites non alcooliques, c'est la première cause de cirrhose aux États-Unis. Elle a même dépassé l'hépatite alcoolique aux États-Unis. Aux États-Unis, vous savez, la dernière étude publiée en 2020, un tiers des Américains sont en obésité, des adultes américains sont en obésité. Et le Nash syndrome, c'est la première cause de cirrhose. Et la cirrhose métabolique, c'est la première cause de cirrhose aux États-Unis. Et ça devient également la première cause de cancer hépatique aux États-Unis. Finalement, lorsqu'on voit ces sujets, également, on a fait des IRM hépatiques, on a quantifié la graisse hépatique par IRM. On a trouvé que c'est des patients qui ont plus de graisse que les autres clusters. En plus de ce risque rénal et risque hépatique, c'est des sujets à haut risque cardiovasculaire. Ils font plus d'hypertension artérielle, ils font plus d'événements cardiovasculaires. Donc, c'est des sujets également qui sont plus répondeurs aux insulinosensibilisateurs, surtout aux glitazones, parce que les glitazones sont les traitements de l'insulinorésistance. La metformine n'est pas un traitement d'insulinorésistance. La metformine n'est pas un réel insulinosensibilisateur. La metformine, elle fait de l'insulinosensibilité d'une manière indirecte. Les vrais insulinosensibilisateurs, c'est glitazone. La metformine, son rôle, c'est d'inhiber la production hépatique et d'améliorer indirectement l'insulinorésistance musculaire. Parce que si le foie produit moins de glucose, il y aura moins de glucose pour le muscle, et donc le muscle se vide plus rapidement et capte plus. Donc c'est une insuliноsensibilité indirecte. Par contre, les glitazones, ils ont une action directe insulinosensibilisatrice. Revenons à Hamid, qui répond à ce profil. Obésité depuis l'enfance, diabète de type 2 diagnostiqué à 5 ans, suite à un IDM. Donc c'est un patient qui a fait déjà un événement. Il est jeune, il a fait un événement, il est sous metformine, il présente un déséquilibre qui n'est pas très important. Et son problème, c'est le poids. 105 kg, 34 kg par mètre carré de BMI, et déjà une stéatose hépatique. Donc, un triple risque, un risque rénal. Donc, chez ce sujet, je dois faire très attention en consultation. Je dois mettre dans le dossier de consultation, c'est un sujet à haut risque rénal. Je dois vérifier le niveau albuminurique de ce sujet. Je dois calculer le débit de filtration glomérulaire. Ce n'est plus la créate seule, c'est le débit de filtration glomérulaire. Également, c'est un sujet, puisqu'il est à risque rénal et à risque cardiovasculaire, je dois voir les chiffres tensionnels. La tension artérielle au cabinet n'est pas suffisante. Il faut demander aux patients de faire des automesures ambulatoires, voire faire une MAPA si c'est possible. Également pour le risque cardiovasculaire, je dois statuer sur ce risque. Donc déjà, il a fait un IDM, sûrement il a un suivi cardiologique. Mais même chez les sujets qui n'ont pas fait d'événement cardiovasculaire, il faut demander un ECG, une échographie cardiaque et également un échodoppler des trajets artériels, donc supra-aortiques et des trajets artériels des membres inférieurs.
Troisième risque, c'est le risque hépatique. Il faut contrôler les asad alat, calculer les index, les indices de fibrose hépatique, le FIB4 ou le NFS, pour orienter le patient. Si le score de fibrose il est élevé, l'orienter en consultation des pathologies. L'analyse de cette situation clinique, de ce phénotype, c'est que plus important chez ce sujet, c'est la perte pondérale. Donc, parce que le problème, c'est l'insulinorésistance, il faut qu'il y ait une perte pondérale. Seul remède chez ce sujet, seul remède qui a le plus de bénéfices, c'est qu'il perd plus de 10% de son poids initial. Parce que s'il perd plus de 10% de son poids initial, s'il perd 11 kilos, ce patient, il va gagner sur le profil glycémique, il va s'améliorer sans ajouter de traitement. Avec cette metformine, s'il perd plus de 10 kilos, il va s'améliorer. Il va être à 7%. Il va améliorer sa fibrose. Les études ont démontré que même la fibrose hépatique, elle est réversible après chute pondérale, chose qu'on ne connaissait pas auparavant. Avant, pour nous, la fibrose est irréversible, mais non, elle est réversible dans les NFLD, dans les stéatohépatites non alcooliques, c'est prouvé. Et également, il va améliorer sa pression artérielle et son risque cardiovasculaire. Donc, diète hypocalorique, il faut qu'il diminue ses calories, donc les graisses animales, les sucres rapides, activité physique progressive, parce que c'est un sujet assez fragile, donc réadaptation à l'effort avec un cardio et activité physique régulière, et également des thérapeutiques visant une perte pondérale, en plus de la prise en charge des autres facteurs de risque cardiovasculaire. Donc, les recommandations, donc c'est ça le problème, juste pour vous une virée sur les recommandations. Ils vous disent metformine en first line, certes, oui. Metformine, elle est très intéressante, vu son efficacité. Donc, efficacité élevée, pas d'hypoglycémie, elle coûte pas cher. Les preuves sur la protection cardiovasculaire, elles sont controversées, elles ne sont pas très solides. Mais quand même, c'est un traitement. Par contre, dans la bithérapie, avant, on mettait toutes les options combinatoires. Il n'y avait pas de personnalisation de la thérapeutique en fonction du profil patient. Donc, on pouvait donner ce qu'on voulait. Après, c'est la trithérapie. Après, c'est les thérapeutiques injectables. Mais depuis quelques années, on est devenu plus pragmatique, dans le sens où on préfère les thérapeutiques qui donnent un bénéfice sur la protection organique, également sur le plan métabolique. Donc, chez les sujets à très haut risque cardiovasculaire ou avec une atteinte déjà organique, il faut préférer les thérapeutiques qui ont démontré une protection cardiovasculaire rénale, c'est-à-dire les agonistes du GLP-1 et les inhibiteurs du SGLT2. Le seul frein de ces thérapeutiques, c'est le coût. Le coût, il est très important. Il n'est pas abordable pour les pays en voie de développement. Malheureusement, donc notre caisse sociale, elle est en difficulté et elle est déjà en difficulté avec les thérapeutiques anciennes. Si on rajoute le coût, vous allez me dire oui, mais les coûts des comorbidités, oui, les coûts des comorbidités sont plus importants, mais on reste dans une économie c'est-à-dire à court terme, on n'a pas de vision au long cours. Et la caisse peine à assurer ces thérapeutiques très, très intéressantes. J'espère qu'il y aura un changement par rapport à cette réflexion. Donc, l'ADA 2020, donc, patients sans comorbidité cardiovasculaire ou rénale. Si on a une obésité, il faut une stratégie également de minimisation de la perte pondérale. Donc, préférer également des thérapeutiques qui diminuent le poids, à savoir les GLP-1, récepteurs agonistes et les inhibiteurs du SGLT2. Également, pour les hypoglycémies, si le patient présente, il vous dit si le patient sa plainte, c'est les hypoglycémies, il faut préférer également les thérapeutiques sans risque hypoglycémique. Dans notre situation, en Algérie, la thérapeutique qui est disponible, qui ne coûte pas cher et qui nous règle pas mal de problèmes, c'est les sulfamides hypoglycémiens. Heureusement pour nous que les sulfamides de deuxième génération font moins d'hypoglycémie que les sulfamides de première génération. Donc, le glimépéride et les glyclasides font moins d'hypoglycémie que les glibenglamides. Également, les glinides font également moins d'hypoglycémie que les glibenglamides.
revois un petit peu le profil de notre patiente. On va prendre la patiente comme modèle. Donc, on demande chez cette patiente un profil glycémique. Les glycémies à jeun, donc 1,56, 1,45, 1,66. Les glycémies postprandiales, on voit très bien que les glycémies postprandiales sont très, très élevées. Donc, ce qui pose problème, c'est ça les sujets avec un déficit insulinique. On a une expression sur des GPP très, très élevés. Pourquoi la glycémie, pourquoi j'ai donné ce profil qui épouse le phénotype de cette patiente? Les glycémies à jeun ne sont pas très élevées parce que c'est une patiente qui n'est pas obèse. Donc, le foie, on n'a pas de problème d'insulino-résistance hépatique, généralement dans ce profil. Et lorsqu'on n'a pas beaucoup Donc, je prospecte sur une diminution de l'insulino-résistance hépatique et également sur une masse alpha qui n'est pas très importante. Donc, le problème du glucagon, il est minime. Et la production hépatique du glucose, vu qu'il n'y a pas d'obésité, elle est également moins importante. C'est pour ça que cette patiente ne pose pas beaucoup de problèmes de glycémie à jeun, mais beaucoup plus de glycémie postprandiale. Parce que dans la postprandiale, on stresse le pancréas. Parce qu'on prend une charge glucidique, on stresse le pancréas et on démasque un déficit insulinique. Et donc, chez cette patiente de cluster 2, ils ont ce profil glycémique. C'est des gens qui ne font pas beaucoup d'hyperglycémie basale, mais beaucoup plus des hyperglycémies postprandiales. Donc, il faut des traitements pour les glycémies postprandiales. La glycémie postprandiale est très importante à considérer, parce que pour beaucoup de gens, c'est un point, mais c'est une surface. Donc, elle a deux paramètres qui sont très importants. Elle a une amplitude. Donc, il y a une excursion. C'est ça l'amplitude. Parce que dans la glycémie postprandiale, il y a plusieurs définitions. Ils vous disent que c'est entre le point de départ et le point de truc. Il y a des gens qui... Donc, enfin, l'excursion, c'est quoi? C'est entre la différence entre le point de départ et le sommet. C'est une excursion glycémique. L'excursion, c'est une amplitude. Et l'amplitude participe à la variabilité glycémique. Donc, plus il y a des fluctuations des amplitudes, plus le patient va faire des hypoglycémies, parce qu'il y a des fluctuations. La variabilité glycémique est corrélée au risque hypoglycémique. Elle a également, ce qu'on oublie toujours, c'est qu'elle a une durée, ici. Et la durée participe à l'hyperglycémie chronique. Donc, elle participe pratiquement à l'hyperglycémie basale. Finalement, on a deux composantes. Donc, dans les études, on a des études qui ont corrélé l'amplitude et la variabilité aux complications macroangiopathiques, parce qu'il y a plus de stress oxydatif dans les études de Ceriello, Antonio Ceriello. Et dans la durée également, puisqu'elle participe à l'hyperglycémie chronique, donc elle participe également aux complications microvasculaires. Parce que les complications microvasculaires sont plus glucose dépendantes. Les thérapeutiques vont viser ces vagues glycémiques en plus de l'hyperglycémie basale. Donc il y a des thérapeutiques, on les divise en deux, mais en réalité il y a un chevauchement. Il ne faut pas trop croire ce schéma, parce que parfois en agissant sur la GPP, on améliore les glycémies basales, et parfois en agissant sur la glycémie basale, on casse les glycémies postprandiales. Généralement, on divise les thérapeutiques en thérapeutiques des glycémies postprandiales et des glycémies basales. La metformine, les sulfamides classiques, les glitazons, l'insuline basale vont agir sur la glycémie basale. Et la carbose, le répaglinide, les glinides, les analogues rapides, et également les incrétines, sont les médicaments de la glycémie postprandiale. Donc, si j'analyse pour cette patiente, donc je vais la mettre sous une thérapie, je vais préférer, c'est ça le mot, préférer une thérapeutique de la glycémie postprandiale. Donc, je vais rajouter, puisqu'elle pose plus de problèmes et j'ai peur des hypoglycémies, je vais proposer peut-être une glinide au moment des repas, parce que ça pose problème, les GPP après la prise des repas. Et les glinides ont démontré une efficacité en association avec la metformine, c'est le cas de notre patiente. Donc il y a dans cette étude une réduction d'HbA1c de moins 1,4%. Chose très importante, il ne faut pas être en inertie. Donc je mets sous glinide, j'augmente les doses. Donc si je prends le répaglinide, je commence peut-être à 0,5. Chez cette patiente, je commencerai directement à 1 mg parce qu'elle est déséquilibrée. Je ne vais pas commencer à 0,5. Je vais commencer directement à 1 mg.
et contrôler cette patiente. Donc, s'il y a une réponse incomplète, je peux augmenter à 2 mg, à plus. On peut donner jusqu'à 12 mg jour. Et si ça donne, tant mieux. Si ça ne donne pas, je vais rajouter en plus des glénides une insuline pour améliorer l'équilibre de cette patiente. Donc, l'avantage de ces molécules, c'est la flexibilité par rapport à la prise alimentaire. C'est-à-dire, si elle rate son repas, elle ne prend pas son médicament. Si elle mange, s'il y a un changement également de la quantité du repas, elle peut changer la dose. Si elle mange très peu, par exemple, au petit-déj, elle vous dit, je prends un petit café avec un petit bout de pain. On peut donner, par exemple, du répaglinide à 0,5 mg. Et elle vous dit, je mange bien à midi. Elle prend du 1 ou 2. Et le soir, également, en fonction du repas. C'est ça l'avantage des glénides par rapport aux sulfamides classiques. Donc, chez cette patiente, la mettre sous sulfamide hypoglycémiant classique, vu son profil glycémique, si on analyse le profil glycémique, elle risquerait de faire des hypoglycémies nocturnes, vu que les glycémies à jeun s'améliorent malgré les glycémies postprandiales au dîner, qui sont très, très, très importantes. Il reste à voir, l'important, c'est pas ça. L'important, c'est pas cette vignette et ce profil glycémique. L'important, c'est la logique. Et en diabétologie, on a une chose très, très importante, c'est analyser la réponse au traitement. Vous savez que en analysant la réponse au traitement, on peut identifier même un phénotype du diabète de type 2. Si vous donnez par exemple un exemple, vous donnez de la metformine, le patient revient et vous dit ça ne s'améliore pas, c'est un patient qui n'a pas de problème de surrésistance hépatique. Il vous dit c'est la même chose. Donc, je donne une thérapeutique et je vois la réponse au traitement. Je vais vous donner juste un exemple. On a hospitalisé hier une patiente Covid qui était sous sulfamide hypoglycémiant depuis des années. Et ce qui est bien, c'est que lorsqu'elle a arrêté avec le Covid, avec l'anorexie, elle a arrêté l'alimentation, faisait des hypos. Donc, dans le cadre général, on n'avait que des hyperglycémies et de l'acétose. Et c'est la seule patiente depuis mars qui nous a fait des hypoglycémies à 0,30, 0,40, parce que son fils lui donnait du sulfamide hypoglycémiant. Malgré l'absence des repas, elle prenait que de l'eau pratiquement, faisait des hypoglycémies, donc on a hospitalisé des urgences, et le médecin aux urgences, il me dit, elle fait des 0,30. Donc on était un petit peu, finalement, lorsqu'on analyse, c'est une patiente qui a 10 ans pratiquement de diabète, lorsqu'on analyse ce phénotype, si elle fait des hypoglycémies après 10 ans sous sulfamide, c'est une patiente qui a un pancréas assez robuste avec le Covid, parce que le Covid, c'est un stress, c'est une infection qui est hyperglycémiante. Donc, en analysant, juste en discutant ce cas, c'est une patiente qui a un pancréas qui est plein d'insuline endogène et qui est robuste, parce qu'il a répondu même à un stress infectieux. Les autres font des cétoses et des hyperglycémies. Elle, le pancréas, elle a un diabète particulier. Donc, c'est un diabète de type 2, malgré 10 ans d'évolution, il est particulier, il n'est pas comme les autres. C'est une patiente qui garde quand même une sécrétion pancréatique assez robuste. Donc voilà pour cette présentation et j'espère qu'il y aura beaucoup de questions qu'on pourra discuter. Merci. Merci, Dr Barous. On trouve des questions de nos aimables médecins et on peut commencer par Docteur Mihoubi, je pense la première. Dr Mihoubi. Oui. Alors, docteur Mihoubi, où est classé le diabète du sujet âgé? J'ai entendu parler d'un diabète classé 1,5 avec insulinopénie et insulinorésistance. En même temps, est-ce que cette classification est vraie? Oui, oui, c'est une question d'actualité. Je remercie le médecin pour cette question. Il y a finalement le diabète mixte selon la nouvelle classification. Parce que je vais vous raconter l'histoire de cette classification. Elle a commencé en Suède, en Scandinavie. Après, elle a été appliquée au Royaume-Uni, en UK et en Allemagne. Après, c'est les Américains qui ont appliqué cette classification. Il y avait une
c'est-à-dire cette classification était adaptée aux populations américaines et européennes. Donc il y avait des résultats. Après, dans l'équipe scandinave, il y avait une Indienne. Il y avait une Indienne dans l'équipe de recherche et elle a reçu un financement pour faire la même chose en Inde. Elle a pris, ils lui ont donné de l'argent, elle a pris une population d'une communauté en Inde, elle a fait les mêmes examens. Elle tombe sur un profil extraordinaire. Ce profil, c'est que le cluster des déficits insuliniques était très important. C'est-à-dire que ce n'était pas les 20% des Européens. C'était pratiquement plus de 40%. Ça a alerté parce que finalement, en Inde, les diabètes de type 2 sont progresseurs. Ce n'est pas les mêmes diabètes caucasiens, européens. Parce que les Américains, c'est des Européens qui ont migré. C'est des Britanniques, des Irlandais, des Français, des Italiens. En Inde, c'était les Asiatiques. En Inde, c'était une progression différente. Après, il y a une autre étude. En Scandinavie, ils ont pris les Irakiens, parce qu'il y a beaucoup d'Irakiens en Suède. La Suède, dans sa législation, elle ne peut pas renvoyer un être humain dont le pays est en guerre. Donc finalement, les Irakiens, ils ont profité, ils ont quitté le pays, ils ont peuplé la Suède. Il y a beaucoup d'Irakiens en Suède. Les Suédois, ils ont profité. Ils ont fait la même étude chez les Irakiens en Suède. Ils ont trouvé que le déficit insulinique chez ces sujets, la proportion des sujets avec un déficit insulinique sévère était plus importante que les sujets caucasiens, les Irakiens. Il y avait moins d'insulino-résistance en Irak. Finalement, si je reprends en Algérie, les gens nous disaient, juste parce que je discute avec mes confrères, on a reçu des critiques vis-à-vis des autorités, qu'on est influencé par les labos pour l'insulinothérapie, et comment ça, en France, il y a 25% d'insulinés, en Algérie, il y a 40%. Et c'est ça l'explication. Le profil évolutif de l'Algérien, il est différent du Français. Les Irakiens sont différents. Nous, il faut qu'on fasse un travail pareil pour identifier nos propres profils. Il y a récemment, en 2020, il y a quelques mois, il y a également une équipe de l'Inde qui est chapeautée par l'université de Dundee en Angleterre, qui fait le même travail sur les clusters en Inde, mais un travail plus large, donc financé par les Britanniques. Et ils trouvent que, en plus des clusters qu'on a vus, il y avait un autre cluster, un nouveau en Inde, qui est spécifique c'est des gens qui ont le double problème, malheureusement. C'est des gens qui ont un déficit insulinique, ils vont faire tous les problèmes du déficit insulinique, c'est-à-dire les complications microangiopathiques, rétinopathie diabétique et neuropathie diabétique. Et également, ils ont le problème de l'insulino-résistance. Ils vont faire des IDM, c'est des malchanceux. C'est pratiquement ce qu'on appelle un diabète double, avec insulino-résistance sévère et déficit insulinique sévère. Après la classification simple, le LADA, auparavant, disait c'est 1,5, c'est un DT1 1,5 ou DT2. Merci, docteur. Merci. Donc, il y a docteur Mouzaoui. Docteur Mouzaoui. La microbiote intestinale joue-t-elle un rôle? Oui, fait. Donc, je relis. La microbiote intestinale joue-t-elle un rôle dans l'équilibre glycémique et le diabète? Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, c'est connu. Et la microbiote, elle dépend également de l'obésité, un facteur confluent, si on puisse dire, c'est l'obésité. Les obèses, ils ont un changement de la microbiote intestinale. Il y a plus également d'inflammation parce que c'est le problème de la microbiote chez les obèses, c'est qu'elle donne une inflammation chez l'obèse. C'est une inflammation de bas grade qui va aggraver. C'est une inflammation. Si on fait les CRP chez les obèses, ils sont plus élevés que diabétiques de type 2, ils sont plus élevés parce qu'il y a un degré d'inflammation qui aggrave le déséquilibre.
Donc, c'est une insurrésistance plus importante, une inflammation plus importante. Et la microbiote joue un rôle très, très important dans le métabolisme glucidique du patient diabétique. Merci. Il y a docteur Lasseb qui vous pose une question. Est-ce que l'insulocarence pour le SIDD qui précipite les complications de la rétinopathie et des neuropathies? Oui, oui, oui. Donc ça, c'est... Dans les complications microvasculaires, il y a le rein, il y a les yeux, il y a les nerfs. Le rein, la pénétrance de la complication rénale n'est pas à 100%, on le connaît. C'est-à-dire, il y a des sujets qui restent 20 ans avec un HbA1c à 10%, ils ne vont pas vous faire un problème rénal, parce qu'ils sont protégés sur le plan génétique. Il y a la génétique rénale qui est particulière, qui rend le rein n'est pas très dépendant du glucose. C'est-à-dire, soit on a une susceptibilité à faire une maladie rénale chronique, et là, l'hyperglycémie, elle va aggraver les choses, elle va précipiter. Soit on est protégé, et là, l'hyperglycémie, même si elle est très importante, elle ne va pas vous faire des dégâts. C'est pour ça que la maladie rénale chronique, elle est très délicate, parce que la génétique, elle prime sur tout. Par contre, le rein et les yeux, ils sont vraiment glucose dépendants. La pénétrance de la complication, elle est beaucoup plus importante. Et l'hyperglycémie, elle est très importante. Je vais vous donner un exemple très simple. Parfois, on reçoit des patients, j'en ai reçu quelques-uns, des patients orientés par les ophtalmologues, des amis ophtalmologues qui m'envoient des patients avec une rétinopathie diabétique proliférante. J'ai des sujets qui ont 45 ans, 50 ans. Rétinopathie diabétique proliférante, parfois avec une hémorragie intravitréenne. Ils me demandent de l'équilibrer. Je vois le patient, il est sous metformine seul. Il a une HbA1c à 6%. Donc après, l'ophtalmologue, il insiste. Il faut le mettre sous... Pourquoi l'insuline? Finalement, c'est quoi ces patients? C'est des maudits. C'est des diabètes monogéniques. Les diabètes monogéniques, ils font leur diabète durant l'enfance. Donc, ils font des hyperglycémies modérées à 1,20, 1,30, 1,40 pendant des années. Donc, ils ne font pas de complications autres, mais la rétinopathie diabétique, ils viennent avec une rétinopathie diabétique proliférante pour vous montrer, vous prouver l'influence de l'hyperglycémie, même si elle est modérée, sur la rétine. La même chose avec la neuropathie. Parfois, ils viennent avec des douleurs neuropathiques, des fourmillements, des picotements. Ils vous disent, j'ai un HbA1c, j'ai une hémoglobine glycée à 6%, mais il est bien équilibré. Parfois, on arrive très très mal à les gérer parce qu'ils sont bien équilibrés. Par contre, ils font des... Donc même les diabètes monogéniques, qui sont les diabètes les diabètes bien équilibrés, ça ne les empêche pas de faire des complications microangiopathiques parce que c'est des diabètes qui passent inaperçus. Parfois, ils font des hyperglycémies modérées qui passent inaperçus pendant des années avant l'initiation d'une thérapeutique. Donc oui, donc le déficit insulinique dans le cluster 2 est responsable de l'agressivité des complications microangiopathiques, à savoir rétinopathie diabétique et polyneuropathie diabétique. Merci. Alors, merci, docteur. Il y a docteur Mouzaoui. Alors, docteur Mouzaoui, merci, docteur Barros, pour cette excellente présentation. Alors, la Merci. question, la variabilité glycémique interindividuelle n'est-elle pas génétique? Interindividuel, il n'y a pas de variabilité glycémique c'est-à-dire, je n'ai pas compris la question. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des sujets plus variables que d'autres? Dans ce sens, oui. Il y a une variabilité. Je vais vous dire pourquoi. Parce que la variabilité glycémique, il y a une étude très très intéressante, présentée à l'EASD en 2020, qui parle de la contenance en insuline endogène chez des sujets diabétiques.
Donc, ils ont évalué la sécrétion insuline. Je parle du diabète de type 1, parce que c'est le modèle classique où il y a plus de variabilité glycémique. Ils ont pris des diabétiques de type 1, ils ont évalué la sécrétion insulinique en mesurant le peptide C. Ils ont trouvé que les sujets qui ont du peptide C, donc ils ont de l'insuline endogène, ils sont plus protégés contre les hypoglycémies et contre la variabilité glycémique. Donc, et la contenance, c'est-à-dire les réserves pancréatiques d'insuline endogène, elles sont génétiquement déterminées. Parce que les profils de diabète de type 1, ils sont différents. Il n'y a que la génétique qui peut expliquer pourquoi ce patient diabétique de type 1, il a 0 insuline endogène, et ce patient, il a 5%. Donc, l'insulite, l'inflammation pancréatique, également, elle est génétiquement déterminée. Parce que, en fonction de cette insulite, en fonction de l'agressivité de cette insulite, on a des insulines endogènes différentes. Dans la Joslin, qui est la plus grande clinique aux États-Unis, ils ont la plus grande série de diabétiques de type 1 suivis d'une manière très régulière. Ils ont montré que les sujets qui ont plus de peptide C, c'est des sujets les plus stables. Ils font moins de variabilité glycémique et en plus de ça, ils font moins de complications microangiopathiques. En les comparant aux sujets qui n'ont pas de peptide C, ils font beaucoup moins de complications, beaucoup moins de rétinopathie diabétique et beaucoup moins de neuropathie diabétique. Donc, toujours dans cette variabilité, il y a le rôle du déficit insulinique et également des réserves pancréatiques. Actuellement, dans le diabète de type 1, on ne cherche pas à le guérir, parce que c'est difficile. On cherche à minimiser l'inflammation pancréatique à l'éclosion du diabète de type 1. C'est ça les études actuelles, avec les anticytokines, pour freiner l'inflammation à l'éclosion du diabète de type 1. Donc, les premiers moments au diagnostic, on donne des anticytokines pour freiner l'inflammation, pour garder une partie du pancréas qui sécrète de l'insuline endogène, pour protéger ces sujets par rapport aux complications et par rapport à l'instabilité. Parce que cette variabilité glycémique, en réalité, en pratique, c'est une instabilité glycémique. C'est des patients qu'on hospitalise pour diabète instable. Merci. Alors là, il y a aussi une question de Dr Soumeya. En attendant le remboursement des analogues GLP-1, que faire devant cette résistance à l'insuline, surtout chez les sujets jeunes diabétiques type 2? C'est la chose la plus difficile en médecine, c'est la médecine comportementale. Pourquoi le diabète est difficile? Pourquoi on est différent des autres pathologies? Pourquoi on est agacé chaque jour? Tout simplement parce que les maladies chroniques, il y a de la médecine factuelle, il y a la médecine clinique et factuelle, donc il y a la médecine comportementale. Donc, chez ce sujet, donc, je peux vous dire que s'il perd 15% de son point initial, il va faire beaucoup mieux que les analogues du GLP-1. Il va faire beaucoup mieux. Mais allez-y les faire. C'est-à-dire qui va perdre 15 ou 20 kilos, même s'il démarre de 100. Il va le faire peut-être pendant 1 mois, 2 mois. Il va vous faire un régime, il est motivé, on le voit. Après, il y a ce comportement et ce relâchement, cet échappement qui fait que les gens abandonnent rapidement, ils préfèrent les molécules et les comprimés parce que c'est la chose la plus simple. Donc, le meilleur traitement chez les insulines résistants, c'est prouvé dans toutes les études, c'est une perte pondérale, minimum 7%, et avec d'excellents résultats, les gens, ils ont même des études de rémission du diabète de type 2, malgré 6 ans de diabète, une rémission du diabète de type 2, s'il y a une perte pondérale qui dépasse les 15%. Donc, 70% de rémission du diabète de type 2, si la perte pondérale dépasse 15%, c'est énorme. En plus du bénéfice sur le rein, le bénéfice sur le foie, 80% de régression de la fibrose hépatique avec une perte pondérale de 15%. Et c'est énorme. Donc, chez ce sujet, c'est la meilleure des choses, c'est de convaincre. Ailleurs, malheureusement, en Algérie, on ne fait pas les choses en norme, parce que vous allez me dire, la perte pondérale, il faut un coaching en nutrition, ce n'est pas facile, il faut avoir des experts. Il faut un coaching également en activité physique. Le type de la salle de sport, ils vont le tuer en une journée.
il revient en fragments, il ne va plus revenir parce qu'on a des gens, le coach dans la salle de sport, il ne sait pas qu'il faut une réadaptation à l'effort. On l'a vu, je l'ai vu de mes propres yeux dans des grandes salles de sport à Alger. Les gens, on n'est pas dans le professionnalisme. C'est ça alors qu'aux États-Unis, ils ont dépassé tout ça. Il y a des coachs qui vous appellent tous les jours pour l'alimentation. Il y a des coachs qui connaissent bien la physiologie humaine et la réadaptation à l'effort. Donc tout ça a linké. C'est ça les pays qui se respectent, à linker avec la simple consultation de diabétologie. On a cette ramification, c'est-à-dire vous avez des links avec des professionnels en matière d'activité physique, des links avec des professionnels en diététique, et tout ça, c'est du temps, c'est de l'argent, c'est une prise en charge qui donne d'excellents résultats. C'est pas en consultation, en disant au patient, il faut faire du sport, il faut faire un régime. Ça, c'est des paroles. Et le patient, il ne va rien faire. Donc, c'est plus profond comme problème. Parce que les gens minimisent dans les recommandations, intervention hygiéno-diététique. Cette phrase est très lourde. Et elle est plus lourde que tout le bouquin. Parce que c'est quoi une intervention hygiéno-diététique? Comment l'implémenter? Comment la préparer? Comment la mettre en pratique? Comment prendre en charge psychologiquement le patient pour le motiver? Parce qu'il faut des entretiens motivationnels, il faut le convaincre, il faut le chapeauter, il faut le coacher. Et ça, c'est très difficile. Plus difficile que la maîtrise des thérapeutiques et des nouvelles technologies. La médecine comportementale est très difficile. Merci, Dr Barros. Là, il y a une autre question de Dr Abdelkader. Il y a des prescripteurs pour la metformine à 3 grammes. Est-elle justifiée ou se contenter de 2 grammes seulement? Bon, c'est une question pratique, oui. Donc, la metformine, les études ont montré qu'à partir de 2 grammes, qui est la dose moyenne efficace, il y a très peu de bénéfices métaboliques avec beaucoup d'effets secondaires. Donc, à partir de 2 grammes, plus d'effets secondaires avec on va gagner 0,1%, même pas 0,02% d'hémoglobine glyquée pour une panoplie d'effets secondaires. Donc, il vaut mieux s'arrêter à 2 grammes, sauf peut-être chez les sujets très obèses. La surface, le poids, il est très important. Et là, c'est une autre logique, c'est la distribution du médicament. Il faut plus de doses pour couvrir. Parce qu'il y a une différence entre un patient qui pèse 60 kg et un patient qui pèse 130 kg. Je pense que chez les sujets obèses, s'ils tolèrent, on peut aller jusqu'à 3 grammes et si c'est des bons répondeurs. Mais le sujet en poids normal, même obésité qui n'est pas très importante, il faut se contenter du 2 grammes. Merci. Il y a une autre question de Dr Lasseb. Pour notre pratique courante en diabéto, est-ce que les IDPP4 ont leur place et remplacé les GLP-1 et les SGLP2 par défaut pour leurs vertus cardiovasculaires et rénales? Oui, bon, pour les DPP4 inhibiteurs, donc d'abord, oui, on a une expérience depuis assez longtemps, parce que c'est des médicaments qui sont disponibles depuis quelques années, ils ne sont pas remboursables. Donc, pour la comparaison entre GLP-1 et SGLT2 DPP4, ce n'est pas la même chose. Je vais vous dire pourquoi. Donc, par rapport aux bénéfices cardiovasculaires et rénales, il y a une neutralité. Il n'y a pas de... C'est pas comme les GLP-1 récepteurs agonistes ou les inhibiteurs du SGLT2, on a des preuves solides sur un bénéfice cardiovasculaire et rénal. Avec les DPP4 inhibiteurs, on a une neutralité. On a une neutralité sur le plan cardiovasculaire. Et l'efficacité, elle est modérée. Donc, la deuxième c'est l'action métabolique. L'efficacité, elle est modérée. Donc, les GLP-1, ils ont une efficacité élevée, ils ont une réduction de l'HbA1c de plus de 1%. Les DPP4 inhibiteurs, ils ont une réduction de l'HbA1c entre 0,6 et 0,7%, donc qui est assez modérée.
pour le bénéfice, je vous ai dit, il n'y a pas de comparaison. Donc, l'indication du DPP4 inhibiteur, donc, dans les pays développés, chez des sujets qui sont déjà sans maladie cardiovasculaire et sans maladie rénale, parce que s'ils ont une pathologie cardiovasculaire rénale, il faut préférer les récepteurs, les agonistes récepteurs du GLP-1 et les inhibiteurs du SGLT2, et chez des sujets qui ne sont pas obèses, parce que les sujets obèses, DPP4 inhibiteurs sont neutres sur le poids. Ils ne provoquent pas une perte pondérale, alors que les GLP-1 récepteurs agonistes, ils sont associés à une perte pondérale, les inhibiteurs du SGLT2 sont associés à une perte pondérale. Donc les DPP4 inhibiteurs, où la place, elle se résume à un échec à la metformine, et les patients qui ne sont pas très déséquilibrés en échec à la metformine et qui ont un problème d'hypoglycémie, c'est-à-dire pour éviter l'effet secondaire des hypoglycémies avec les sulfamides hypoglycémiques. Donc la priorité, c'est de donner GLP-1 et SGLT2 en cas de problème cardiovasculaire et rénal. S'il n'y a pas de problème cardiovasculaire et rénal, on a un problème seulement des hypoglycémies. Là, c'est l'indication des DPP4 inhibiteurs. Donc le bénéfice réel, ça reste seulement les risques hypoglycémiques. Il n'y a ni bénéfice cardiovasculaire, ni bénéfice rénal, ni perte pondérale. C'est une neutralité sur le point. Merci, Dr Barros. Merci. Là, il y a une autre question de Dr Melika. Que pensez-vous de ceux qui associent la metformine, la carbose, sulfamide à une heure du coucher? Alors, que pensez-vous de ceux qui associent la metformine, la carbose, un sulfamide à une heure du coucher, au bedtime, si tu veux? C'est pas. Je n'ai jamais vu ce schéma. Donc, je ne sais pas, je ne critique pas. Peut-être, je ne sais pas, peut-être je pense que je me mets dans l'esprit du médecin. Peut-être qu'il veut contrer un phénomène de lobe avec ça. Peut-être qu'il veut contrer un phénomène de lobe. Il pense qu'en donnant la metformine qui va inhiber la production hépatique du glucose, en donnant de la carbose qui va améliorer la GPP du dîner pour qu'il démarre avec une glycémie meilleure, et en donnant un sulfamide qui va agir sur la glycémie basale, certainement, si on trouve une issue à ce schéma, c'est un patient qui pose beaucoup plus de problèmes d'hyperglycémie nocturne. Donc, il se réveille avec des hyperglycémies importantes. Voilà, mais bon, on n'a pas de... C'est pas un schéma indiqué... c'est pas un schéma validé. Donc, je me mets dans l'esprit du médecin qui a prescrit ce traitement. D'accord. Tout dépend, on peut pas analyser un schéma pour être honnête. On ne peut pas analyser sans avoir toutes les données. C'est les données du patient, les problèmes posés par le patient, tout ça pour analyser le schéma thérapeutique. Donc, on n'analyse pas un schéma thérapeutique sans patient, sans données cliniques et sans données également biologiques et profil glycémique du patient. Merci. Alors, il y a une autre question. Docteur El Hansali. Bonjour tout le monde. Merci pour cette présentation claire. Un diabète type 2 inaugural chez un patient avec BMI normal et HbA1c à 10%. Vous le traitez, commentaire s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a une chance d'atteindre l'objectif hémoglobine glyquée avec les ADO? Merci. Tout dépend de son histoire toujours. Est-ce que c'est un diabète inaugural? Est-ce que c'est un diabète qui a des stigmates d'un diabète ancien négligé?
Si vous recevez un patient, il vous dit, vous examinez le patient, vous trouvez un pied neuropathique avec une douleur neuropathique, il vient avec une complication rétinienne, là c'est un diabète qui a évolué. Là, il y a urgence. Donc, on ne peut pas se contenter d'un traitement oral. Il faut donner un traitement oral et une insulothérapie parce que ça urge. Par contre, si c'est un diabète récent, il vient, il a l'habitude de consommer 1 litre de limonade par jour, il ne faisait pas attention. Et ça, c'est très important. Analyser également les apports caloriques. Parce qu'en Algérie, il ne faut pas trop suivre les recommandations européennes et américaines. Si vous disent pour les Américains, déséquilibre sévère 9,5%, mais eux, c'est avec règle hygiéno-diététique. Le patient, lorsqu'il vient avec 11%, mais il vous dit je prends 1 litre de coca à midi, 1 litre de coca le soir. Vous savez, lorsqu'on élimine seulement les sucres rapides, il y a une chute de la glycémie. Finalement, c'est plusieurs paramètres. Ce que mange le patient, ses habitudes. S'il vous dit par contre, docteur, j'ai commencé un régime, je fais un régime, je prends très peu de pain, pas de sucre rapide, je fais attention, je mange des légumes, des trucs, et je reste à plus de 2 grammes, 2 grammes 50. Là, ça m'étonnerait qu'il va répondre à une thérapeutique orale. Là, il faut enviser, parce que c'est un patient qui fait des chiffres glycémiques, malgré des efforts diététiques. Par contre, s'il vous dit, docteur, non, il ne faut pas, je prends beaucoup de sucre rapide, je prends énormément de sucre rapide, et là, il faut être tempéré et aller vers une diététique saine, donc diminuer les apports énergétiques et revoir l'équilibre du patient. Également, avec la pratique, on a certaines expériences. Et moi, je préfère, plus que l'HbA1c, la glycémie. Si un patient vient avec 10%, parce qu'on a l'habitude de voir des patients, ils viennent avec 11%. Je vous raconter une anecdote. Le patient, il vient avec 11%. Il vient en consultation à l'hôpital du jour. Le résident, il voit le chiffre. Il vous dit, docteur Barros, il faut l'insuliner, il est à 11%. Après, on fait une glycémie capillaire, parce qu'il a peur, le patient. Donc, il fait attention les jours où... Et lorsqu'on fait une glycémie capillaire, on tombe sur 1,70 de glycémie à jeun. Donc, finalement, lorsqu'on voit une glycémie à jeun à 1,70 et une HbA1c à 11%, déjà, cette discordance, donc, c'est qu'il a de l'insuline endogène. Parce que s'il fait un peu de régime, il chute sa glycémie à jeun. Il ne peut pas la chuter comme ça. Il faut la chuter avec l'insuline endogène. Donc, il a diminué les apports énergétiques. Et là, lorsque je vois glycémie à jeun 1,70, je suis rassuré. C'est un patient qui a de l'insuline. Le problème, c'est les apports. C'est les apports glucidiques. Par contre, on prend la même vignette. De toute façon, il va à 11%. Il a peur. Il fait un régime. Lorsqu'on fait une glycémie à jeun, et on tombe sur 3 grammes. Là, ça urge. Là, il n'a pas d'insuline endogène, il faut aller vers une insulothérapie. Après, avec tout ça, même avec tout ça, c'est-à-dire cette réflexion, cette analyse, je vais le mettre par exemple sous insuline. Il va répondre. Si ça s'améliore, j'arrête, je fais un sévrage. Si je vois que la glycémie reste élevée, je titre vers le haut et c'est un diabète qui a progressé. Pour vous dire, c'est une technicité qu'on apprend avec le temps, en analysant plusieurs situations cliniques. Merci, Dr Barros. On continue avec une autre question. Dr Brahim Benziyen. Merci pour l'excellente présentation. Quel est votre avis pour la prise en charge médicamenteuse du prédiabète? L'IDF ne recommande pas la metformine alors que l'ADA la recommande. Oui, donc oui, c'est une question également controversée, l'intérêt de la metformine. C'est vrai que, donc si on revoit les études, l'étude DPP, Diabetes Prevention Program, et l'effet de la metformine, juste pour vous rappeler que l'effet de l'activité physique, il est double que l'effet de la metformine. Il y a une réduction double avec le régime et l'activité physique que de prendre la metformine donc sur la progression du prédiabète vers le diabète. La Société américaine de diabétologie le recommande dans le prédiabète, mais pas chez tout le monde. Elle vous dit chez la femme qui a fait un diabète gestationnel.
Pourquoi? Parce que c'est un terrain à risque. La femme qui fait un diabète gestationnel, on a remarqué que comparé aux prédiabétiques classiques, c'est-à-dire en dehors de la grossesse, elle progresse plus vers le diabète de type 2. Donc finalement, les Américains sont pragmatiques. Donc on ne peut pas se contenter du changement du comportement qui peut ne pas venir du patient. Donc, il vaut mieux chez des patients à haut risque de développer un diabète de type 2, également chez les sujets obèses avec une obésité importante, et également chez des sujets plus, c'est-à-dire obèses mais jeunes. C'est pas parce que dans la metformine, on a remarqué que dans la prévention du diabète, les sujets âgés, c'est des mauvais répondeurs. Donc, sujets jeunes avec obésité, on donne de la metformine. Donc, ils ne donnent pas chez tout le monde, mais ils précisent quelques profils patients chez qui il est préconisé de donner de la metformine. Donc, l'IDF, elle se base sur les résultats des études qui ont démontré qu'une activité physique et une diététique font plus que la metformine, donc il vaut mieux conseiller des mesures qui ne coûtent rien du tout, donc quand même qui économisent de l'argent, parce que si on mange moins, on dépense moins. Donc c'est les règles hygiéno-diététiques et la metformine dans la progression du diabète, il y a certains résultats qui sont favorables. On peut la préconiser chez des sujets à risque de développer un diabète de type 2. Merci, Dr Barros. Il y a Dr Mouzaoui qui revient avec une autre question. Alors, pour les glynides, on est autorisé à aller jusqu'à 16 grammes par 24 heures sur le plan théorique. Et à quelle dose on s'arrête en pratique? Pour moi, je n'ai jamais dépassé 8 grammes. Quelle est votre attitude thérapeutique? Non, c'est clair, je suis tout à fait d'accord avec Dr Mouzaoui sur son expérience, parce que, comme vous le savez, en toute honnêteté, que ce soit les sulfamides hypoglycémiques classiques, que ce soit les glynides, il y a un effet de saturation. C'est-à-dire, il ne faut pas, si un patient, par exemple, je vais vous donner un exemple, si un patient il vous fait un déséquilibre sous 2 mg 3 fois, sous 6 mg, s'il fait 7,8% d'hémoglobine glyque, on a 0,8% d'écart à l'objectif à réduire, peut prospecter sur une évolution favorable avec une augmentation de la dose. C'est-à-dire, je vais me dire, peut-être que je vais aller vers, je vais donner 2 mg le matin, 4 à midi le soir, je vais l'améliorer. Si le patient il est très déséquilibré, il est à 9%, il faut être scientifique. On ne peut pas réduire de 2% avec l'augmentation des doses, que ce soit avec les sulfamides, que ce soit avec les glynides. Donc, l'augmentation des doses, vous savez que dans les études sur les sulfamides et les glynides, je vais peut-être vous choquer. Parce que si on prend par exemple, le glimipyride à 1 mg, c'est pratiquement 70% de l'effet. C'est-à-dire, lorsque j'augmente de 1 mg à 2 mg, je vais augmenter peut-être l'effet de 5 à 10%. C'est pas, il y a un effet, lorsque je donne le double de la dose, j'ai le double de l'effet. C'est pas comme ça avec les sulfamides et les glynides. Parce que même les doses les plus faibles, c'est pour ça que la réponse au traitement elle est très importante. S'il est un bon répondeur au 0,5 et au 1 mg, il va être répondeur au 2 mg. Par contre, s'il n'y a pas de réponse, c'est-à-dire vous voyez que vous êtes très très loin des objectifs, il faut peut-être aller vers d'autres thérapeutiques, laisser peut-être les glynides et rajouter peut-être une insuline basale, ou si vous avez les moyens, si le patient a les moyens de payer un agoniste du GLP-1, ça serait bien. Mais tout dépend. Il y a deux choses très importantes en matière de thérapeutique, en diabétologie. Quelle est la puissance de ma thérapeutique et comment évolue cette puissance en fonction des dosages? Ça, c'est technique. Et j'ai combien d'écart à l'objectif à réduire? Donc, si je ne suis pas très loin des objectifs, je peux jouer sur l'augmentation des doses. Si je suis très très loin des objectifs, il faut aller vers d'autres, il faut voir d'autres cieux et vers d'autres thérapeutiques. Merci, docteur. Je vais lire une autre question. Alors, docteur Smaïl,
Merci pour cette conférence dont le thème est extrêmement intéressant, car il reflète la complexité de prise en charge individualisée du patient. Pour plus d'efficacité, faudrait-il doser donc les paramètres immunologiques peptide C et peptide C et l'insulinémie pour tous les patients naïfs, ce qui est considéré comme non j'arrive pas à le lire. Oui, donc, non, insuline peptide C pour tous les patients, non. Le diabète, vous savez, le nombre, il est extrêmement important. On ne peut pas le faire, c'est-à-dire, ça coûte énormément cher et c'est dans le cas de la recherche. Par contre, il y a des éléments clés cliniques, c'est-à-dire qui ressortent des études. Donc, le premier élément, c'est l'âge du patient. Plus le sujet il est jeune, plus il progresse rapidement. C'est cette complexité du diabète du sujet jeune, parce qu'il démarre bien. Il démarre avec une HbA1c très basse, parce qu'il a des réserves pancréatiques au début qui sont énormes. Mais à chaque fois, il perd très rapidement. Je donne toujours l'exemple, car un capital, si un sujet il a un capital de 2 milliards, mais il perd 100 millions par jour. Et un autre type, il a un capital de 100 millions, et il perd peut-être 1000 dinars par mois. Donc le problème, c'est que le sujet jeune, il est rassurant au début. Quand vous ramenez des HbA1c à 5,86%, après, il a perte. La perte pancréatique, elle est énorme et rapide. Donc les Britanniques, ils ont fait une étude très intéressante sur la progression du diabète. Sur la Biobank, ils ont une population, presque 980 000 patients diabétiques suivis à la loupe avec des tests génétiques. Ils ont analysé les patients qui sont progresseurs, qui sont restés, qui sont rapidement insulinés. Comparé, ils ont pris deux populations qui est rapidement insulinée, diabétique de type 2, et diabétique de type 2 qui reste très longtemps sous metformine. Ils se sont posé la question, quelle est la différence entre ces gens-là et ces gens-là? Donc, il ressort de cette analyse la progression du diabète, que l'âge est très, très important. Plus le sujet jeune, plus il progresse très rapidement. Il est faussement rassurant au début, mais après, il progresse. Deuxième élément, c'est l'obésité. Plus également le sujet il est obèse, surtout l'obésité abdominale, c'est un progresseur, il fait plus de complications. Après, également, ils ont pris un autre aspect, c'est la dyslipidémie. Ils ont trouvé que les sujets qui sont plus dyslipidémiques, ils progressent plus rapidement. Finalement, c'est des caractéristiques cliniques qui sont très, très importantes. Un autre paramètre très important en clinique, c'est l'HbA1c initial. Parce que vous recevez un patient en consultation diabétologie, un nouveau patient, même diabète inaugural, s'il vient avec 7,3% et s'il vient avec 9%, 10%, c'est différent. L'HbA1c initial est un indicateur de progression. Même si vous recevez un patient avec 10% d'hémoglobine glycée, les 2, 3, 4 premiers trimestres, il va revenir avec des HbA1c à moins de 7%. Revoyez vos dossiers en consultation, vous allez voir qu'après 2-3 ans, il va progresser, il va faire des 9%. Comparé au sujet qui vient avec un HbA1c à 7%, qui reste très très longtemps bien équilibré sous thérapeutique orale. L'HbA1c initial est très important. C'est un élément qui a été pris dans la classification scandinave d'Alkevist en 2018. Il a pris l'HbA1c initial, il a pris l'obésité, il a pris le BMI, l'âge et l'HbA1c initial comme paramètre clinique de prédiction de l'évolution du diabète. Merci beaucoup, Dr Barros. Merci. avec Saha. Donc, je tiens Merci. juste à signaler à l'ensemble des participants que vous allez retrouver l'intégralité de la rediffusion du webinaire à partir de demain, Inch'Allah, sur notre chaîne YouTube Infamedis, le laboratoire Infamedis. Donc, je vous remercie encore une fois. Fahd, Merci. Oui.
Et on aura l'occasion de faire une autre séance de webinaire diabète, toujours avec notre aimable docteur Barous, dans les prochains jours, Inch'Allah. Tout l'ensemble de la communauté médicale sera informé, Inch'Allah, et invité pour une autre séance webinaire avec Dr Barous. Merci. Je remercie tous mes confrères et consoeurs. Donc, je leur souhaite bon courage dans cette crise du Covid-19. Inch'Allah, Rabbi yahfadhum, Inch'Allah. L'association Al-Hakim, je les remercie infiniment donc, pour leur confiance et leur professionnalisme et leur invitation. Donc, on aura, Inch'Allah, l'occasion de travailler ensemble pour améliorer la prise en charge du patient diabétique. Merci. Je vous remercie et je vous souhaite bonne soirée. Bonne soirée. Merci, au revoir. Bonne soirée à vous.